Avant de commencer, soutiens la chaîne en laissant un like et en t'abonnant, ça nous aide énormément. Cela fait 5 ans qu'une comète a percuté la Terre et a anéanti plus de 75% de la population mondiale. Des fragments de la comète sont encore dans l'atmosphère. Des radiations résiduelles persistent et les tremblements de terre et tempêtes électromagnétiques sont devenus la norme. Les humains n'ont d'autre choix que de continuer à vivre dans des bunkers. John vit avec sa famille dans un bunker au Groenland. Il travaille comme ingénieur, mais aussi comme éclaireur, ce qui signifie qu'il peut enfiler une combinaison hazmat et quitter occasionnellement le bunker pour vérifier l'état du monde. Un jour, il remarque qu'une nouvelle fissure s'est ouverte sur le sol et réalise qu'elle s'agrandisse. Puis, John se rend sur la plage et découvre un groupe de canots de sauvetage ainsi qu'un navire échoué. Il vérifie d'abord chaque canot, mais ne trouve rien d'utile dans aucun d'eux. Ensuite, il entre dans le navire par un trou et trouve quelques outils utiles qu'il emporte avec lui. Plus à l'intérieur, il trouve les corps sans vie de tout l'équipage. Dans un tiroir, il y a un carnet avec une belle fleur qu'il prend d'aussi. À ce moment, quelqu'un du bunker l'avertit par radio qu'une tempête arrive. John commence à courir aussi vite que possible alors que la tempête électromagnétique l'approche par derrière à une vitesse alarmante. Heureusement, John parvient à sauter par-dessus le portail et à entrer dans le bunker juste à temps pour le refermer avant que la tempête ne frappe. Après que l'équipe l'ait décontaminé, John reste assis, sous le choc, réalisant à quel point il a frôlé la mort. Il décide de voir son thérapeute et partage combien l'état actuel du monde lui semble étrange. Le thérapeute lui conseille donc d'arrêter de prétendre et d'être plus ouvert avec sa famille. Pendant ce temps, la femme de John, Allison, est en réunion avec les autres dirigeants du bunker, qui s'inquiètent de manquer de ressources. Alors qu'Allison reçoit un mot lui disant que John est rentré sain et sauf, le docteur Amina partage des informations qu'elle a rassemblées avec des scientifiques d'autres bunkers sur le cratère laissé par la comète. La taille et la forme du cratère empêchent les tempêtes électromagnétiques de se former à proximité, et sa profondeur empêche l'air pollué d'entrer. Cela pourrait potentiellement en faire une zone sûre pour vivre. Cependant, Adam rappelle que le cratère se trouve dans le sud de la France et qu'une guerre civile sévit en Europe. Soudain, un tremblement de terre fait trembler tout le bunker, mais tout le monde attend simplement que ça passe et reprend sa vie. Lors de la réunion, quelqu'un réalise que les tremblements de terre sont plus fréquents ces derniers temps. Amina explique que les plaques tectoniques bougent à nouveau et provoquent plus d'activité dans la région. Mais un soldat dit que si le bunker a survécu à la comète, il peut survivre à ça. Puis Allison rappelle à tout le monde qu'ils ont reçu un signal de détresse de l'extérieur. Adam répond qu'ils n'ont pas les ressources pour accueillir plus de réfugiés, sans parler du risque de maladie. Alors il veut abandonner le sujet. Cependant, Allison rappelle que chaque décision doit être votée. Les mains se lèvent et la majorité du groupe est du côté d'Allison. Ils conviennent donc d'envoyer une chenillette de neige demain. Le lendemain, alors que John est occupé à réparer les tuyaux du bunker, sa femme Allison trouve son fils Nathan à l'extérieur. Elle le réprimande angueurement et lui rappelle à quel point John tousse chaque nuit à cause de son travail d'éclaireur. Pendant le dîner, John offre à Allison la fleur qu'il a trouvée sur le navire. Puis elle fait avouer Nathan qu'il est sorti, et John se met à son tour en colère, le grondant jusqu'à ce que Nathan quitte la table. Le couple décide ensuite de danser, bien qu'Allison s'inquiète en entendant John tousser encore une fois. Dans sa chambre, Nathan utilise une lampe torche et les trous qu'il a fait dans ses draps pour faire apparaître des étoiles sur son plafond, faisant prétendre d'être à l'extérieur à regarder le ciel. Le lendemain, John trouve des fissures sur les murs du bunker. Pendant ce temps, la chenillette part et sauve un groupe de survivants. Sur le remorque du retour, l'équipe appelle le bunker pour demander la permission de faire un deuxième voyage, puisqu'ils ont dû laisser des gens derrière par manque de place. Adam désapprouve immédiatement, rappelant à tout le monde qu'ils n'ont ni assez d'espace ni assez de ressources. À ce moment, un autre tremblement de terre frappe la région et ils perdent la connexion avec la chenillette. Le bunker est secoué plus que d'habitude, faisant tomber les gens et les meubles. Soudain, divers endroits du plafond commencent à s'effondrer dans plusieurs rhumes, piégeant et blessant plusieurs personnes. Des gravats frappent John à la tête et la poussière aggrave sa toux, mais un ami vient l'aider à sortir des décombres. L'alarme se déclenche alors que le bunker tremble à nouveau et une explosion se fait entendre proximité. John se précipite au bureau pour secourir Allison qui a elle aussi été touchée par des gravats. Il l'aide à se relever et ensemble, ils partent à la recherche de leur fils. Il le trouve dans sa chambre avec un masque, mais il a toujours du mal à respirer. John dit à sa famille de faire ses bagages autant que possible, pendant qu'il part chercher d'autres masques afin qu'il puisse partir. Les gens paniquent et courent partout dans le bunker. Mais John parvient quand même à atteindre les casiers et revient avec des masques. Nathan se sent immédiatement mieux, alors la famille commence à sortir. Comme les secousses continuent, les murs commencent aussi à s'effriter. Une foule désespérée s'est rassemblée à la sortie qui n'est que partiellement ouverte. Ils ne pourront pas sortir par cette porte, alors John guide sa famille vers le tunnel Est.
Malheureusement, ils découvrent que le tunnel s'est effondré, mais comme c'est leur seul choix, John fait ramper sa famille sous les gravats. Les secousses font presque tomber les débris sur eux, mais ils se déplacent vite et parviennent à traverser le tunnel pour trouver l'autre porte. John appuie sur un bouton pour l'ouvrir et le moteur puissant fait s'effondrer la pièce plus vite, la famille court rapidement et réussit à sortir saine et sauve. Des survivants courent partout, tandis que des geysers commencent à jaillir. Le couple perd Nathan de vue et court le retrouver en train d'aider Amina, tombée à terre. La famille l'emmène avec eux alors qu'ils courent vers la plage où les survivants grimpent sur les bateaux pour tenter de s'échapper. Tant de gens s'entassent que l'un des bateaux finit par se renverser, faisant tomber la foule à l'eau. Des survivants désespérés tentent de voler le masque d'Adam, alors Allison et John courent l'aider. Un type saute sur John et parvient à lui voler son masque avant qu'il traîne Allison jusqu'au rivage. Il ne reste qu'un bateau, alors John guide sa famille et quelques survivants pour monter rapidement à bord. Allison veut prendre autant de gens que possible, mais le pilote fait remarquer qu'un poids excessif ferait couler le bateau. Ils n'ont donc d'autre choix que de fermer la porte au nez des gens. Les survivants à l'extérieur s'agrippent au bateau jusqu'à ce qu'il décolle enfin. À ce moment, une énorme vague apparaît et frappe la plage, tuant tous les survivants qui n'ont pas pu s'échapper. Le bateau de John est aussi ballotté par la vague, mais heureusement, le pilote force le passage et ils continuent à naviguer en sécurité. Quelques instants plus tard, John utilise un appareil pour confirmer que la qualité de l'air est bonne ici, ils peuvent donc retirer leur masque. Ensuite, le groupe discute de la destination et puisque l'Islande est disparue, ils conviennent que leur destination la plus proche est l'Angleterre. Quelques heures plus tard, le bateau tombe en panne. John jette un œil au moteur et parvient à le réparer pour qu'il puisse continuer. Quand la nuit tombe, Nathan est heureux de voir enfin les étoiles. Quelques jours plus tard, le bateau s'arrête à nouveau parce qu'il est à court d'essence. Le groupe n'a d'autre choix que de rationner la nourriture et de laisser la mer les emmener quelque part. Après une longue attente, le bateau atteint enfin la terre. Le groupe regarde à l'extérieur et est surpris de découvrir qu'ils sont à Liverpool. John utilise son appareil pour confirmer que l'air est propre et dit qu'il devrait trouver un abri. Mais quand il regarde en bas, il remarque qu'une partie de la zone est inondée. John prend une rame et commence à ramer jusqu'à ce que le bateau heurte une route de sèche. Le groupe descend du bateau et remarque que la ville semble abandonnée. Ils voient quelques personnes au bout de la rue et les suivent jusqu'à trouver un modeste campement où les locaux font de leur mieux pour survivre. John remarque que beaucoup d'entre eux ont l'air malades, donc ils ne vivront pas longtemps ici. Le groupe de John entend des cris et les suit jusqu'à trouver une foule manifestant devant un bunker protégé par des soldats armés. Adam se précipite vers le portail et explique que son groupe est composé de représentants officiels de la station du Groenland. Il demande donc l'asile d'urgence. Les soldats demandent leur badge, mais seule Allison l'a sien, et donc la seule autorisée à entrer. Adam commence à se disputer avec les soldats, tandis que la foule s'agite, et un soldat finit par abattre Adam. Quand un survivant tente d'entrer, il est aussi abattu. Les soldats ferment le portail alors qu'une alarme se met à retentir. À ce moment, une énorme tempête apparaît dans le ciel et la foule s'enfuit en panique. Amina et la famille de John arrêtent un van et demandent à Obi de les emmener à Londres. Obi veut être payé, alors il les laisse monter dans son van. Après avoir pris la montre de John, le véhicule quitte la ville à toute vitesse et évite la tempête juste à temps. Allison serre Nathan pour le consorter, tandis qu'Amina pleure Adam. Obi explique que les gens sont désespérés et tueront pour de la nourriture. Quelques heures plus tard, le van s'arrête au milieu de la forêt pour une pause. Obi fume une cigarette et partage qu'il est venu en Angleterre depuis le Nigeria il y a 12 ans, mais il ne le regrette pas. John lui demande s'il sait quelque chose sur l'état de la France, mais Obi dit que la région est trop dangereuse et pense que l'histoire du cratère est fausse. Soudain, ils entendent un grondement et découvrent que plusieurs fragments de comète tombent du ciel. Tout le monde se précipite à s'agripper à un arbre juste avant que les fragments ne passent au-dessus d'eux, détruisant la cime des plantes. Le vent qui en résulte est très fort, mais le groupe parvient à se tenir fermement pour éviter d'être envoyé. Obi dit que son van est tout ce qu'il a et court pour essayer de le récupérer. Cependant, les fragments commencent à s'écraser au sol et l'un d'eux tue Obi, détruisant aussi le van. Une fois la pluie de fragments terminée, Amina et la famille rassemblent leurs sacs et tous les objets utiles qu'ils peuvent trouver dans le van et continuent leur voyage à pied. Finalement, ils arrivent à Londres et frappent à la porte d'un très grand bâtiment. Un Judas s'ouvre et Mackenzie braque un pistolet sur eux, mais elle le baisse immédiatement quand elle voit ses vieux amis et les laisse entrer. Puis elle leur fait visiter les lieux, révélant que ce bâtiment est une maison de retraite, donc tous les survivants qui vivent ici sont des personnes âgées. Mackenzie explique qu'elle a réussi à sceller cette aile et que le générateur maintient le système de filtration d'air en marche. Le groupe se détend avec de la nourriture et des boissons pour le dîner.
John s'enquiert du cratère et Mackenzie dit qu'elle a entendu les rumeurs mais qu'elle ne sait pas si elles sont réelles. Des cris et des coups de feu s'entendent dans les rues et Mackenzie confirme que Londres n'est plus sûr. Plus tard, Allison essaie de dormir mais elle continue d'entendre John tousser dans la salle de bain. Quand elle regarde dans le lavabo, elle découvre du sang. John tente de prétendre que c'est un simple saignement de nez, mais Allison ne le croit pas. Alors, John révèle son secret. Un médecin du bunker lui a dit que ce saignement est un symptôme signifiant qu'il lui reste 6 à 8 semaines à vivre. Allison craque et veut rester dans la maison de retraite pour passer les derniers jours de John tranquillement en famille. Cependant, John refuse d'y mourir et préfère trouver un nouveau foyer pour sa famille pour mourir en paix. Le lendemain, Mackenzie leur donne une des nombreuses voitures abandonnées de la maison de retraite et un pistolet pour se défendre. Après que Mackenzie les a serrés dans une dernière fois, Amina et la famille partent. Quelques heures plus tard, en traversant la campagne, John remarque que Nathan a le moral bas et propose de jouer à des jeux de voyage. Soudain, une balle détruit une vitre de la voiture et frappe Amina, la tuant sur le coup. Des hommes dans les buissons continuent de tirer sur eux, en faisant attention à ne pas toucher le moteur car ils veulent voler la voiture. John se positionne immédiatement derrière le véhicule et commence à repistoler, tuant les voleurs un par un alors qu'ils s'approchent. Quand il n'en reste qu'un, John est à court de balles, mais heureusement, Allison a un deuxième pistolet et abat le dernier homme avant qu'il ne puisse leur faire du mal. Après s'être réconforté un moment, la famille creuse un trou et enterre Amina. John dit quelques prières en guise d'adieu et Nathan trouve cela curieux, car prier c'est comme leur souhaiter du bien alors que la personne est déjà morte. Quelques heures plus tard, la famille arrive dans une grande zone désertique et réalise que c'est ce qu'il reste de la Manche. Au moins, cela signifie qu'ils n'auront pas besoin de bateaux. Alors que le voyage continue, ils voient beaucoup de navires et de conteneurs au sol, dont une galione espagnole entière. Quelques kilomètres plus loin, ils trouvent la route bloquée par un tas de voitures et de survivants qui ne bougent pas. Il s'avère qu'il y a un énorme gouffre entre l'Angleterre et la France qui ne peut être traversé qu'en marchant sur un pont de corde très dangereux. Nathan est terrifié et dit qu'il ne peut pas le faire, alors John va le premier pour servir d'exemple encourageant. La famille commence à marcher sur la corde très lentement et prudemment. Quand John tousse, il glisse presque mais se reprend vite. Soudain, un vent très fort se met à souffler et secoue le pont, alors tout le monde doit s'agripper plus fort pour éviter de tomber. Heureusement, le vent s'arrête rapidement et la famille peut continuer à avancer jusqu'à atteindre une formation rocheuse au milieu de gouffres. 2 échelles relient la formation rocheuse à l'autre côté de l'abîme. Alors que la famille se repose un moment, un tremblement de terre frappe la région, mais heureusement, personne ne tombe. Le trio grimpe à l'échelle et commence à avancer. Cependant, ils doivent s'arrêter et se tenir fermement quand le tremblement de terre frappe à nouveau. Des roches tombent des parois du gouffre et bientôt, le pont de corde se rompt, envoyant plusieurs personnes à la mort. Sur l'autre échelle, un homme voit que le pont n'existe plus et fait demi-tour, poussant un autre homme dans l'abîme au passage. Cette échelle commence à glisser, alors l'homme saute et atterrit sur Nathan juste avant que la formation rocheuse ne s'effrite, faisant aussi tomber la 2e échelle et quelques personnes. L'homme désespéré ne peut pas tenir et glisse aussi vers la mort. Mais Nathan attrape le bord de l'échelle et ses parents l'aident à se remonter. Le reste de la formation rocheuse s'effrite aussi. Alors la famille se dépêche et atteint enfin la France saine et sauve. Maintenant, le voyage continue à pied. Cependant, peu importe combien ils marchent, ils ne voient qu'un désert. Soudain, ils entendent un coup de feu et trouvent Dennis pointant un pistolet sur eux. Ils le baissent quand ils réalisent qu'ils ne sont pas des voleurs et leur proposent de les emmener chez lui. Quelques minutes plus tard, le groupe arrive dans le nord de la France. Dennis vit actuellement dans une vieille usine qu'il alimente avec le moteur d'une voiture, lui-même alimenté par des panneaux solaires. Il leur présente sa fille, Camille, et sa femme, qui est muette et en fauteuil roulant parce que les radiations ont affecté son système nerveux. Pendant le dîner, Dennis apprend que la famille de John essaie d'atteindre le cratère et les avertit que la région est extrêmement dangereuse. Seules 2 villes sont encore debout et les gens se battent pour le contrôle du cratère, y compris les restes de l'armée française. Camille emmène Nathan dans sa chambre et lui montre toutes les choses cool que Dennis a récupérées d'autres bâtiments. En retour, Nathan lui montre son drap à étoiles. Le lendemain matin, Dennis donne à John une carte et lui indique le chemin le moins dangereux. Il lui donne aussi le nom d'un ami dans l'armée et une vieille photo pour prouver qu'ils le connaissent, ce qui leur apportera peut-être de l'aide. Soudain, Dennis se met à pleurer en demandant à John d'emmener Camille avec eux. Il aimerait beaucoup pouvoir l'emmener lui-même au cratère, mais il doit s'occuper de sa femme. John hésite, mais Allison accepte. Ensuite, Camille partage des adieux en larmes avec ses parents et part avec la famille de John dans le van de Dennis.
Après quelques heures de route, Allison ne marque que les adolescents sont de mauvaise humeur et décide de s'arrêter pour une pause. John commence un jeu de tu préfères et cela remonte le moral de tout le monde. Soudain, des véhicules apparaissent sur la route et des soldats l'encerclent. Camille mentionne le nom de l'ami militaire de son père et convainc les soldats de les aider à traverser la zone. À la tombée du jour, le groupe atteint une zone de guerre où l'armée combat des insurgés. Un soldat les guide derrière la ligne pour qu'ils puissent se faufiler à travers la forêt sans être vus. Ils doivent s'arrêter quand quelque chose explose près d'eux, mais ils continuent et traversent une clôture pour atteindre une zone plus dangereuse. Maintenant, ils doivent courir aussi vite que possible pour éviter les balles et les explosions qui se produisent autour d'eux. Des soldats meurent partout et la famille voit même un homme prendre feu. Leur guide appelle le bunker pour l'informer qu'il a des civils, et ses coéquipiers lui disent d'avancer pendant qu'ils assurent la couverture. Le groupe continue d'avancer et atteint enfin les tranchées où John manque de s'effondrer en toussant. En traversant la tranchée, la famille doit esquiver de nombreux corps et voir d'autres soldats se faire abattre. Finalement, ils atteignent une échelle et leur guide les envoie dans la forêt, leur disant de simplement marcher droit devant jusqu'à trouver un campement. Le lendemain matin, le groupe trouve enfin le campement militaire. Camille remarque des montagnes qui n'étaient pas là avant et John conclut qu'ils doivent être proches du cratère. Quand il demande à un soldat à propos de l'ami de Dennis, il découvre qu'il est mort. Les autres soldats ne veulent pas les aider, alors John leur dit qu'il est mourant et ne veut que protéger sa famille. Un homme a pitié d'eux et leur obtient une place dans leur bus. La famille de John et quelques autres survivants partent dans le bus qui les amènera au cratère. Cependant, le voyage est interrompu quand quelque chose explose sur la route. Soudain, le bus est encerclé par des insurgés. Alors un soldat sort pour les combattre, mais il est immédiatement abattu. Puis, un insurgé tue aussi le conducteur et force tous les réfugiés à descendre du bus. John envoie sa famille dehors, mais reste à l'intérieur pour sauter sur leur insurgé et commencer un combat. Un autre homme armé veut aider son partenaire, mais un réfugié l'assomme avec un coup de pierre à la tête. Dans le bus, 2 coups de feu sont entendus. John en sort vainqueur avec un pistolet, mais révèle aussi qu'il a été touché. Tout le monde remonte dans le bus et Nathan maintient la pression sur la blessure de John pendant qu'Allison conduit. Instant plus tard, ils atteignent le sommet d'une nouvelle montagne et la famille aide John à marcher jusqu'à trouver le cratère. Les rumeurs se trouvent vraies. Le cratère est un endroit magnifique, avec une terre fertile et aucune contamination, parfait pour recommencer à reconstruire. À ce moment, John s'effondre et sa famille l'entoure pour lui dire un dernier au revoir avant qu'il meure. Tout le monde pleure, tandis que Nathan répète les prières de son père. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez une autre sur la chaîne et continuez l'aventure avec nous.